Après un premier échange de prisonniers ce lundi entre Kiev et Moscou, un second transfert a eu lieu mardi, centré sur les militaires gravement blessés ou malades. Friedrich Merz accuse la Russie de cibler délibérément des sites non militaires lors de ces dernières vagues de frappes. Au Yémen, la marine israélienne a annoncé mardi avoir visé des quais dans la ville portuaire d'Hodeidah, contrôlée par les Houthis. Après que 18 pays ont ratifié le traité sur la haute mer lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, Antonio Guterres a appelé les derniers États à se mobiliser sans délai. Après un premier échange de prisonniers entre Kiev et Moscou ce lundi portant sur les soldats âgés de 18 à 25 ans, un second transfert a eu lieu mardi, cette fois centré sur les militaires gravement blessés ou malades. Parmi les Ukrainiens rapatriés figurent des soldats capturés il y a plus de 3 ans lors de la bataille de Mariupol, selon le quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre. Tous souffrent de blessures ou de pathologies graves, incluant des amputations ou des troubles de la vision. Le ministère russe de la Défense a confirmé la réception d'un deuxième groupe de soldats dans le cadre de cet accord, sans préciser le nombre exact de militaires concernés. Comme toutes les fois auparavant, Moscou a indiqué que ces derniers ont été transférés au Bélarus, où ils bénéficient d'un soutien psychologique et médical. Selon le président ukrainien, les échanges pourraient durer plusieurs jours. L'un d'entre eux devrait concerner les corps des soldats morts au combat, bien qu'aucun calendrier n'ait encore été communiqué. La Commission européenne a officiellement proposé de nouvelles sanctions contre les exportations d'énergie et les institutions financières russes. Ces mesures, qui composent le 18e paquet de sanctions depuis le début du conflit en Ukraine, sont destinées à limiter les activités des entreprises liées au gazoduc Nord Stream dans la mer Baltique, à étendre la liste noire de la flotte fantôme russe et enfin à freiner les banques soutenues par le Kremlin qui facilitent les transferts de fonds internationaux. Our objective is very clear. We are reiterating the call for a full, unconditional ceasefire of at least 30 days. This pause in hostilities could serve as a vital step towards reducing civilian suffering, allow space for meaningful talks for a genuine peace. Autre élément notable de ce paquet, la proposition de réduction du plafond des prix du pétrole russe transporté par voie maritime imposé par le G7 en décembre 2022. Ce plafond fixé à $60 le baril avait pour objectif de réduire les revenus du Kremlin tout en maintenant l'approvisionnement mondial. Le prix du pétrole étant retombé sous les $60 début avril, le plafonnement est devenu inutile. La Commission européenne voudrait donc baisser ce plafond à $45 le baril. S'exprimant aux côtés du Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof à Berlin, Friedrich Merz a accusé la Russie de cibler délibérément des sites non militaires lors de ces dernières vagues de frappes. Le chancelier allemand a condamné ce qu'il a qualifié de terreur russe contre la population civile et a appelé l'Union européenne à imposer rapidement de nouvelles sanctions à Moscou. Die jüngsten schweren russischen Angriffe auf Kiew und andere Städte sind wieder einmal Angriffe auf die Zivilbevölkerung, erneut schwerste Kriegsverbrechen, keine militärischen Ziele, sondern Terror gegen die Zivilbevölkerung. Dick Schoof a partagé les préoccupations de Friedrich Merz. Selon le dirigeant, l'Ukraine défend sa propre souveraineté, mais aussi la sécurité de l'Europe. Les déclarations des responsables néerlandais et allemands interviennent à quelques jours du sommet du G7 au Canada et de la réunion de l'OTAN prévue à la fin du mois. Au Yémen, la marine israélienne a annoncé mardi avoir visé des quais dans la ville portuaire d'Hodeidah contrôlée par les Houthis, des infrastructures clés dans l'acheminement de la nourriture et de l'aide humanitaire destinée à la population depuis le début du conflit. Israël a justifié cette opération en affirmant que le port est utilisé pour transférer des armes par les rebelles yéménites. Les Houthis alliés de l'Iran ont confirmé les frappes par l'intermédiaire de leur chaîne d'information Al-Masira. La veille, l'État hébreu avait prévenu la population des ports de Ras Issa, Hodeidah et Al-Salif de son intention de frapper ces zones, leur demandant d'évacuer les lieux. Cette attaque marque la première intervention israélienne contre les rebelles yéménites menée exclusivement par des forces navales. Elle intervient en réponse au lancement de missiles et de drones des Houthis en direction d'Israël, ainsi qu'aux attaques répétées contre des navires commerciaux israéliens en mer Rouge. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé les Houthis d'un blocus naval et aérien en cas de poursuite des attaques contre Israël.
À la suite de l'arraisonnement du navire Madeleine par la marine israélienne alors qu'il se dirigeait vers la bande de Gaza, les autorités israéliennes ont ordonné le rapatriement des 12 volontaires présents à bord, membres de la coalition pour la flottille de la liberté. Les militants dont faisait partie la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur retour dans leur pays respectifs. Greta Thunberg, connue pour sa lutte contre la crise climatique, a été officiellement expulsée et s'est envolée pour la Suède. Quant aux 6 activistes français, 5 d'entre eux ont refusé l'expulsion et auront probablement affaire à un juge israélien. Ceux qui refusent de signer les documents d'expulsion et de quitter Israël seront traduits devant une autorité judiciaire, avait prévenu le ministre israélien des Affaires étrangères. Pour Francesca Albanese, rapporteure des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, l'arraisonnement du bateau par Israël à plus de 180 km à l'ouest des côtes de Gaza représente une incursion illégale dans les eaux internationales. Ils y voient un pas incontestable vers l'autoritarisme. Le gouverneur général de Californie, Gavin Newsom, et le procureur général Rob Bonta ont annoncé lancer des poursuites judiciaires contre l'administration de Donald Trump. Ils dénoncent notamment la décision du président américain d'envoyer 2000 membres de la garde nationale des États-Unis en Californie contre des manifestants, et ce sans l'aval du gouverneur, du jamais vu depuis 1955. Sur les réseaux sociaux, Gavin Newsom estime que Donald Trump fabrique cette crise et crée la peur pour prendre le contrôle d'une milice d'État et violer la Constitution américaine. Le président américain affirme que les autorités de l'État de Californie sont incompétentes. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. D'après le procureur général de Californie, c'est la 24e fois que l'État entame des poursuites judiciaires contre l'administration Trump depuis le début du second mandat du républicain. Les heurts ont débuté vendredi à Los Angeles, où réside une importante population hispanique, quand des personnes ont tenté de s'interposer face aux arrestations d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Des gardes nationaux ont alors été déployés devant un centre de détention. Ces heurts ont débouché sur 56 arrestations selon la police de la ville, dont 3 des membres ont été légèrement blessés. Après que 18 pays ont ratifié lundi le traité sur la haute mer lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, Antonio Guterres a affirmé que l'entrée en vigueur de l'accord est désormais à portée de main. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les derniers États à se mobiliser sans délai, soulignant qu'il ne manque plus que 11 ratifications pour que le pacte devienne juridiquement contraignant. There is a tipping point approaching, beyond which recovery may become impossible. And let us be clear, powerful interests are pushing us towards the brink. We are facing a hard battle against a clear enemy. Its name is greed. Greed that sows doubt, denies science, distorts truth, rewards corruption and destroys life for profit. Le pacte établit un cadre juridique permettant la création de zones marines protégées par le biais d'accords multilatéraux. S'il entre en vigueur, ce traité sera le premier accord juridiquement contraignant dédié à la préservation de la biodiversité en haute mer, une zone qui représente près de 2/3 des océans de la planète. Last year, for the first time, the annual global temperature was 1.5 degrees Celsius hotter than pre-industrial times. Scientists are clear. That does not mean that the long-term global temperature rise limit to 1.5 degrees is out of reach. It means we need to fight harder. And the ocean depends on it, and so do we. Le traité est un instrument clé pour atteindre l'objectif de préserver au moins 30% des terres émergées et des zones marines de la planète à l'horizon 2030. Le débat européen sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux est lancé. 3 États membres de l'Union européenne, la France, l'Espagne et la Grèce, avancent l'idée d'une majorité numérique, soit un âge en dessous duquel il serait interdit de se connecter aux plateformes. L'objectif est de protéger en ligne les adolescents et les enfants des contenus dangereux. Aujourd'hui, dans les conditions d'utilisation de ces plateformes, il y a déjà un âge minimum, c'est 13 ans.
Mais le système actuel, on a tous été des enfants, changer sa date de naissance c'est très facile. Et donc le système actuel fait qu'en moyenne, les enfants se connectent et se créent des comptes à partir de 7-8 ans. Donc ça doit changer, on a une opportunité à ne pas manquer. Les 3 pays estiment que les algorithmes employés par les réseaux sociaux exposent les plus jeunes à des contenus addictifs qui peuvent entraîner une augmentation de l'anxiété ou de la dépression. Ils font aussi valoir qu'une exposition excessive risque de limiter le développement de certaines compétences et d'altérer les capacités cognitives. L'Union dispose d'une législation à travers son règlement sur les services numériques, DSA en anglais. Le texte s'attaque aux contenus illicites comme les discours de haine, le terrorisme ou encore la pédopornographie. Pour les représentants du secteur, une nouvelle législation apparaît prématurée à ce stade. At this stage, we think that the new rules need to first play out properly. We have not seen all the effects yet. The Digital Services Act for most companies has only entered into force last year. And as I said, we're still waiting for some guidance on the new minor protection obligations. That's why I think it's a little rushed at this stage to already discuss new rules. And I think it's also really important that we take much more into account the reality and the implications for minors in such a crude ban. La Commission européenne travaille actuellement sur une application de vérification de l'âge. Elle a également publié le mois dernier un projet de ligne directrice pour protéger les mineurs. Elle propose des mesures pour s'assurer de l'âge des utilisateurs ou paramétrer par défaut comme privé les comptes des enfants. L'institution mène aussi des enquêtes contre TikTok, Instagram et Facebook dans le cadre de la protection des mineurs.